Alors nous allons accueillir Elie Athem, avocat à la Cour, docteur en droit, chargé d'enseignement à la faculté libre de droit, d'économie et de gestion de Paris, l'étincelle libanaise. Merci Marie, merci Alain de me donner cette opportunité d'exposer toujours, comme vous me connaissez, sans mâcher mes mots, un sujet qui est celui de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Je parlerai en particulier du Liban, parce qu'à mes yeux, nous assistons aujourd'hui, comme l'exploitation qui a été faite des facteurs socio-économiques, comme le marxisme qui a détruit nos sociétés, à une instrumentalisation des facteurs communautaires et religieux à des fins politiques, de division, de conflit, de partage, de chaos. Et comme on le sait, quand il y a un chaos, c'est ça qui nous permet, ou qui permet à certains de pouvoir mieux régner avec la formule que nous connaissons depuis des siècles, des millénaires, divide et imperare. La première victime, je dirais, de cette formule, de cette instrumentalisation, sont les communautés juives elles-mêmes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Pierre Hillard, effectivement, c'est que nous avons assisté, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire c'est l'émergence d'un phénomène qu'on a appelé donc l'antisémitisme, et que j'appellerais moi-même plutôt l'antijudaïsme, parce qu'il touchait beaucoup plus les Ashkénazes que les Séfarades, qui ne sont pas, comme on le sait, sémites. Alors, ce mouvement d'antisémitisme qui a permis de, je dirais, d'ébranler la Haskalah et qui a permis l'émergence du sionisme et qui, comme on le sait, a permis la création de l'État d'Israël. Deuxième exemple, c'est le conflit chypriote. En 1974, avec les deux communautés, grecques et turques chypriotes, avec le partage de l'île, bien sûr, un conflit qui a été prémédité, je dirais, par les Anglais et les Anglo-Saxons, qui eux-mêmes ont donné naissance à la République chypriote. Troisième exemple, et c'est le thème qui m'a été proposé, c'est l'étincelle libanaise. Étincelle libanaise, pourquoi étincelle? Parce que le Liban, effectivement, est, je dirais, c'est une poudrière, c'est la fameuse poudrière du Moyen-Orient, mais également du fait de ses ingrédients, de sa composition sociale, sa composition, je dirais, communautaire, est un terrain d'expérimentation qui va permettre de pouvoir étudier les différentes formules pour pouvoir mieux diviser, pour pouvoir régner. Alors, 17 communautés religieuses qui se trouvent au Liban contemporain, face à un État qui va émerger à partir de 1949, c'est l'État d'Israël, avec une société qui est, je dirais, à l'opposé de la société libanaise, une société qui est monoconfessionnelle, endogamique, qui est dominée surtout dans les institutions par les Ashkénazes, avec, on verra un peu plus tard, quelques figurants séfarades qui participeront pour la figuration, et je ne parle pas des falachas qui sont considérés comme la dernière catégorie, un peu, je dirais, similaire aux goïm. Donc, un exemple qui est complètement différent de celui de la composition de la société libanaise multiconfessionnelle. À cela va s'ajouter un autre problème, qui est le problème palestinien. Les Palestiniens qui ont été chassés de leur territoire, ils ont été déportés, c'est une déportation, et ils vont trouver des refuges. Les migrants, et ça me rappelle cette affaire des migrants aujourd'hui. Mère Marie-Agnès, vous êtes deux parents, je pense, palestiniens, vous avez été chassés de votre domicile, de votre bien, de la Palestine, et vous avez trouvé refuge au Liban. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, que va-t-il se passer? On va utiliser ces différents facteurs maintenant pour diviser au Liban, pour mieux régner, à l'instar d'un certain Finkelkraut, qui au départ, droit de l'homiste, il ne faut pas toucher aux immigrants, un discours pour ouvrir les portes. Et puis après, ce sont ces pompiers pyromanes qui vont eux-mêmes, le même Finkelkraut va devenir le héros de la lutte contre l'immigration, contre
ces fléaux, ces phénomènes qui vont aboutir en France, en Europe, et ce sont les mêmes qu'on a vus au Liban en 1975 qui vont venir alimenter une guerre palestino-libanaise. Ils vont venir dire aux Palestiniens, voilà, vous allez avoir le Liban comme pays en remplacement de la Palestine. Et en même temps faire peur aux Libanais en leur disant, méfiez-vous, les Palestiniens vont récupérer le Liban. Des armes vont être livrées aux Palestiniens et un clash va commencer entre les Palestiniens et les Libanais. Mais plus tard, ce clash-là va se transformer parce qu'il ne va pas aboutir. Et comme les armes sont devenues très faciles entre les mains de la population, et je dirais des milices, on va assister à une guerre islamo-chrétienne. D'une part les chrétiens, d'autre part les musulmans. Et à l'époque, on ne savait pas qui était sunnite, qui était chiite. C'était les musulmans contre les chrétiens. Et ça va durer 1 an et demi ou 2 ans. Eh bien, ça va échouer encore une fois. Et là, nous allons assister à un autre phénomène, un autre chaos, je dirais, les chrétiens qui vont se massacrer, qui vont se déchirer entre eux. Et là, je vous invite à lire des livres qui sont écrits à ce sujet. Le livre de Tracy Chamoun, Au nom du Père, qui est la petite-fille de l'ancien président Camille Chamoun, ou bien Regina Snifer et d'autres. Et elle vous explique les guerres que nous, les chrétiens, les catholiques, les maronites, nous nous sommes livrés. Nous avons effectué des actes pires que ceux qui ont été effectués par Daesh. Je vous donne un exemple. Daesh, il décapite. Dans le livre de Tracy Chamoun, elle expliquait, c'est que les types qui étaient, je ne cite pas de nom, mais parce qu'aujourd'hui ils sont même candidats à la présidence de la République au Liban, ils disaient, attention, c'est que décapiter, la personne ne va pas sentir la mort rapidement. Il vaut mieux le torturer jusqu'à mourir. Et c'était des cousins chrétiens maronites entre eux. De la même manière qu'on verra que les chiites feront la même chose. Les musulmans en général, mais en particulier aussi au sein de la communauté chiite, je donne un exemple parce que je n'ai pas trop de temps, c'est Amal, d'une part, d'autre part, vous avez le Hezbollah. Et alors, je lisais il y a quelques jours un journal qui date de 1990, et qu'est-ce que je vois? Qu'à l'époque, le Hezbollah recevait des aides et des munitions à partir de la frontière israélienne. Alors, un chaos, une situation chaotique à laquelle va s'ajouter un autre élément qui est assez important, c'est les facteurs extérieurs. Et là, c'est la Syrie qui va entrer en jeu. Le président, l'ancien président, Hafez el-Assad, de la même manière que Saddam Hussein a reçu la visite de certains ambassadeurs américains, Madame Claspi, qui lui a mis dans la tête que vous pouvez aller envahir le Koweït, eh bien, le président syrien, Hafez el-Assad, il a reçu, il a entendu, on lui a poussé à voir cette idée de la Grande Syrie, et puis qui englobera le Liban, qui englobera également l'Irak et puis d'autres pays de la région. Chose qu'il a répétée à mon ami Roland Dumas, qui était ancien ministre des Affaires étrangères, qui est allé l'avertir en lui disant « Faites attention, vous êtes en train de vous faire manipuler ». Comme je le disais, Palestiniens contre Libanais, chrétiens contre musulmans, chrétiens entre eux, musulmans entre eux, Syriens contre Libanais, etc. Et bien ça va durer pendant 15 ans, une guerre où des frères vont s'entretuer, des voisins vont s'entretuer, des pays voisins qui vont s'entretuer, jusqu'à un moment où, par une baguette magique, le Liban va être pacifié avec les fameux accords de Taïf. Et comme on le sait tout à l'heure, quand vous avez mentionné les accords, les pactes de Quincy, effectivement, les Américains, par l'intermédiaire de leur vitrine, autrement dit l'Arabie Saoudite, vont pacifier, ordonner la pacification du Liban. Et d'un coup, le Liban va devenir le pays le plus sûr, non simplement de la région, mais d'ensemble du monde, à tel point qu'on va faire appel à des experts libanais pour aller préparer et sécuriser à Bucarest la préparation du sommet de la francophonie auquel j'ai personnellement participé. Et là, c'est ça qui est assez intéressant. D'un coup, on joue les uns contre les autres, comme je le disais. Et quand je parlais de ça, ça me rappelle ce souvenir de Henry Kissinger que j'ai rencontré lors d'un dîner avec Boutros Ghali aux États-Unis et qui me regardait comme ça en disant « Ah, vous, chrétiens libanais, écoutez, vous avez l'air
assez intéressant. Ce que je vous propose, c'est que, oubliez le Liban va devenir un État musulman. En 1990, je le rencontre également aux Nations Unies, et là, il me sort une autre chose. Il me dit, écoutez, maintenant, il faut faire confiance à Hariri. Donnez-lui de la chance et vous allez voir. Et c'est là où on va commencer une nouvelle phase, une nouvelle préparation, un autre, je dirais, plan politique, un autre projet politique. Parce que comme vous le savez, il ne s'agit pas, on dit toujours, la théorie du complot. Mais non, mais ce sont des projets. Nous avons chacun de ces projets politiques. Moi, en tant que candidat, quand j'étais candidat, j'avais mon projet et je travaillais pour faire aboutir mon projet. Eh bien, c'est le fameux projet que vous avez cité, le fameux projet Yinon. Projet Yinon qui est celui de faire mûrir un fruit pour pouvoir secouer un peu l'arbre, et quand le fruit est déjà mûr, ça va tomber, si vous voulez, plus facilement par terre. Alors, comment le faire? Il faut le procéder par ce que les Américains appellent le soft power. Qu'est-ce que le soft power? Alors, si vous le permettez, simplement, mais je ne citerai pas de nom, j'avais un ami, quand j'étais petit, je ne citerai pas son nom parce que sinon il va me tuer, il était complètement dingue, et puis il était persuadé qu'il voulait faire avaler à son chat du poivre. Et comme vous le savez, le chat déteste le poivre. Alors ce qu'il faisait, il enduisait autour du museau du chat du poivre, et comme le chat se lèche toujours au niveau de son museau, il absorbait le poivre sans s'en apercevoir. Et de cette manière, une certaine chaîne de télévision qui s'appelle Al Jazeera, qui se trouve au Qatar, va devenir, comme par hasard, la chaîne, ce que j'appelle Ben Laden, va recevoir des cassettes de Ben Laden. Elle va établir une certaine confiance aussi avec l'opinion publique arabe, avec le fameux programme L'opinion et l'opinion inverse. Là, le Qatar, écoutez, moi je suis persuadé que le Qatar et l'Arabie Saoudite ne sont que des vitrines. Ils ont été manipulés, comme le Liban, comme les Palestiniens, comme les Syriens, comme nous tous, au profit de certains qui veulent créer cette tension, au profit de ceux qui veulent créer ce chaos. Je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs comment se fait-il qu'on accorde au Qatar une fortune et des revenus 4 fois ou 5 fois plus importants que ses revenus et ses ressources réelles. De la même chose, de la même manière, également à propos de l'Arabie Saoudite et des autres pays. Donc, on arrive à une phase qui est celle de l'islamisation des sociétés arabo-musulmanes. Et d'ailleurs, on verra qu'on va créer en Palestine le Hamas. Le Hamas qui va avoir pour but d'islamiser la cause palestinienne, qui était, comme nous le savons tous, défendue principalement par des chrétiens. Georges Habash, Hanan Ashraoui, Brahim Souss, Yasser Arafat, dont la femme est chrétienne, et j'en passe. Et donc, cette image d'une résistance palestinienne multiconfessionnelle dérange ce projet qui veut absolument, comme vous l'avez très bien montré, Pierre Hillard, tout à l'heure, dans ce document, on voulait véritablement islamiser, instrumentaliser ces facteurs religieux. Et donc, c'est à partir de là que toutes ces sociétés musulmanes vont être islamisées par une propagande qui va être faite, et d'un coup, de nouveau, on va secouer encore l'étincelle libanaise. Le Liban, pacifié depuis 1990, va se réveiller un certain 14 février 2005 avec l'assassinat de Rafik Hariri, un assassinat très grave qui va d'ailleurs diviser les Libanais en 2 clans. Alors, un clan qui est celui du 8 mars et puis un autre du 14 mars. 8 mars et 14 mars parce que c'est relatif à des manifestations populaires qui ont eu lieu. Le groupe, la coalition du 8 mars est à dominance, je dirais, chiite, et le deuxième groupe, celui du 14 mars, est à dominance sunnite. Alors, il y a des chrétiens, bien sûr, qui sont partagés entre ces deux. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'il y a des chrétiens au Liban sunnites et des chrétiens chiites, du fait de leur participation à un ou à l'autre groupe. Alors, de nouveau, division. Et là, on va accuser la Syrie, comme par hasard, d'être responsable de l'assassinat de Hariri. On va exploiter cet attentat
comme d'ailleurs ça nous rappelle tous ces attentats qui ont lieu ici, en Europe, etc. Exploitation d'un attentat. Et d'ailleurs, on va créer un tribunal international. Et là, c'est l'avocat qui vous parle, qui vous le dit. Je n'ai vu aucun assassinat, parce que c'est un cas, c'est un assassinat politique qui a pu être décelé. Et les auteurs réellement déterminés. C'est impossible parce qu'il implique la présence, le travail de services secrets. Et comme leur nom l'indique, ce sont des spécialistes. Impossible de savoir le déterminer. Et on le verra que juste après, quand la Syrie est sortie du Liban, on va accuser le Hezbollah d'être lui-même responsable. Pourquoi? Parce que nous appartenons maintenant, ou nous sommes déjà dans une nouvelle phase qui est celle, après ce qui s'est passé après la guerre en Irak et la suite de cette guerre en Irak, nous sommes dans une phase où il fallait créer une guerre entre les sunnites et les chiites. Alors comme je vous le disais, dans les années 75, on ne connaissait pas la distinction entre un sunnite et un chiite. Et d'ailleurs, la guerre de 75 au Liban n'était même pas une guerre religieuse. Pourquoi? Parce que ce n'était pas les musulmans contre les chrétiens dans la même compréhension que nous avons aujourd'hui. Parce que les véritables, je dirais, croyants, pratiquants, c'était les chrétiens. Et les femmes musulmanes, il faut le dire, à l'époque n'étaient même pas voilées. C'était nos femmes chrétiennes qui étaient, comme Mère Agnès, totalement voilées. Quand les femmes ont commencé, chrétiennes, à s'émanciper, elles se sont permises des chanels, alors que les femmes musulmanes avaient déjà les mini-jupes et les micro-jupes. Donc c'était plus, en fait, non mais c'est vrai, et c'était beaucoup plus une guerre plutôt communautaire qu'une guerre religieuse. Et aujourd'hui, on essaye de créer une autre tension, un autre conflit entre les sunnites et les chiites, qui a échoué en 2006 et en 2007 également. Mais il y a le fameux printemps arabe. Ce fameux printemps arabe qui va encore ajouter des choses. C'est que qu'est-ce qu'on va voir? On va voir là une guerre qui va se faire en Syrie, comme vous l'avez très bien souligné, Mère Agnès. C'est de pur mensonge et de l'hypocrisie, parce que j'ai vu de mes propres yeux, il ne s'agit pas de manifestants pacifiques qui sont matés par les forces de l'ordre. Quand je me suis rendu sur place, j'ai vu qu'il s'agissait de mercenaires qui ne savaient même pas aligner deux mots d'arabe et qui avaient pour objectif la destruction des États, comme Pierre Hillard l'a très bien démontré, la fin de Sykes-Picot, l'effritement, l'émiettement de toute cette région. Eh bien, c'est dans ce contexte-là, de ce bouillonnement donc des choses, qu'on va assister à un nouveau phénomène qui est celui de la lutte de l'État pour la préservation, en fait, de l'État qui est mené par le président El-Assad. Eh bien, on va affaiblir le gouvernement et l'État syrien, comme vous l'avez très bien mentionné, parce qu'aujourd'hui, et c'est Jean-Marie Le Pen d'ailleurs qui me l'a rappelé un jour, m'a dit, mais écoute, tu te rends compte, là, c'est une petite cellule qui se trouve dans une petite chambre de bonne à Londres, où on va parler des droits de l'homme, parce que d'ailleurs, c'est le slogan qui est le plus cher aux Occidentaux et aux Français, les droits de l'homme, la démocratie, pour démontrer qu'il y a un dictateur qui est en train de tuer son propre peuple. Or, nous l'avons vu, ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, l'émergence de groupes islamiques, je dirais des mercenaires, qui venaient au départ donc de Tchétchénie, qui venaient de Bosnie, qui venaient d'ailleurs, et il y a bien sûr des gens locaux qui sont embrigadés avec ces groupes-là. Nous avons même des Occidentaux. Eh bien, il fallait lutter, c'était presque impossible donc de le faire. C'est la raison pour laquelle que le président El-Assad s'est retourné vers l'Iran, qui est devenu son allié objectif, l'allié parce qu'ils avaient peur sur l'ensemble des différentes communautés. Et qui est-ce qui est venu à la rescousse à l'aide des chrétiens en Syrie? Eh bien, c'est l'Iran qui est venu à l'aide des différentes minorités, des yazidis, des chrétiens. Et ce n'est pas la France, fille aînée de l'Église, qui a failli à son devoir et qui est venue, au lieu d'aider les chrétiens, elle est venue plutôt aider les rebelles. Pire encore. La France a trahi son histoire. La France a trahi son histoire. La France a trahi ses engagements millénaires
Elle a rompu avec ses traditions historiques. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a même aidé, entraîné ces rebelles sur le territoire turc en disant que ce sont des rebelles qui sont là pour renverser le régime en Syrie. N'oublions pas que le président François Hollande avait demandé la destitution du président El-Assad. N'oublions pas la fameuse phrase de Laurent Fabius, le front Al-Nosra, qui n'est autre que Al-Qaïda, fait du bon boulot en Syrie. Eh bien, je vous rappelle que ces membres du front Al-Nosra se sont travestis, sont changés, évolués et font partie maintenant de l'État islamique de Daesh qui était responsable des actes de terrorisme qui ont eu lieu sur le territoire français. J'aurais souhaité voir si Laurent Fabius osait dire que le front Daesh ou le front Al-Nosra faisait également du bon boulot sur le territoire français. Eh bien, et là je termine là-dessus, ce sont les mêmes effets qui conduisent aux mêmes conséquences. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye, avec un certain monsieur Lévy, qui est parti... Monsieur Lévy qui est parti serrer la main des rebelles. Monsieur Finkielkraut qui est en train de faire entrer avec un langage d'ouverture, il y a quelques années, des étrangers, de l'immigration. Eh bien, que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, la Libye, plus de 2500 kilomètres, comme le disait le général Kadhafi, le président Kadhafi, le 7 mars 2011, en accordant une interview à une télévision turque. Eh bien, l'Europe va être envahie par un phénomène de migration massive que notre État est en train de protéger. Eh bien, nous vivons cet État à cause des bêtises, des erreurs que nos politiques ont effectuées, aussi bien en Libye qu'en Syrie. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce ne sont pas ces migrants, ce ne sont pas ces réfugiés qui sont responsables. Ce n'est pas nous, en tant que citoyens français ou européens, qui sommes responsables de ces erreurs, de ces fautes, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'un déplacement de population. C'est une sorte de déportation pour créer ce conflit, ce clash civilisationnel, comme vous l'avez dit, avec cette fameuse formule donc de Bernard Lewis ou de Samuel Huntington, qui est celui de créer des clashs, des tensions des uns contre les autres. Eh bien, ce sont nos politiques qui sont responsables de l'ensemble de cette situation. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Laurent Fabius, Monsieur Lévy, Bernard-Henri Lévy, et j'en passe, qui ont une responsabilité, et c'est l'avocat qui vous parle, en droit, toute personne qui cause un préjudice doit le réparer. Aujourd'hui, il s'agit plus qu'un préjudice, il y a plus qu'une erreur, une faute, et je dis une complicité dans ce crime. Il va falloir entamer d'une action ou des actions pour geler les avoirs, saisir les biens de ces gens qui sont responsables de cette situation. Je vous remercie.